Juste au-dessus de nos têtes, complètement invisible, se trouve la décharge la plus rapide du monde. On parle de millions de débris, les restes de notre conquête spatiale, qui foncent à des vitesses absolument folles. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble pourquoi cette menace silencieuse est l'un des plus grands défis de notre époque spatiale. Alors pour bien comprendre le danger, il faut oublier tout ce qu'on connaît sur Terre. Là-haut, dans le vide, il n'y a pas d'air pour freiner quoi que ce soit. Du coup, la vitesse est reine. Et c'est cette vitesse, justement, qui transforme le plus petit des débris en un projectile hyper dangereux. Retenez bien ce chiffre. 8 km par seconde. C'est plus de 28 000 km par heure. C'est la vitesse à laquelle un satellite ou un débris tourne en orbite autour de la Terre. À cette allure, l'énergie cinétique est tellement énorme qu'un simple éclat de peinture a la même force d'impact qu'une balle de fusil. Mais bon, comment est-ce qu'on s'est retrouvé avec une décharge pareille au-dessus de nos têtes? Pour vraiment saisir l'ampleur du problème, il faut d'abord définir ce qu'est un débris spatial. En fait, c'est assez simple. Un débris spatial, c'est tout objet envoyé par l'homme qui ne sert plus à rien. Ça peut être un satellite entier qui a pris sa retraite, un étage de fusée qu'on a abandonné, ou même la spatule perdue par un astronaute. Mais le plus souvent, ce sont des millions de petits fragments qui viennent d'explosions ou de collisions. Et tout ça, mis bout à bout, ça pèse lourd. On estime la masse totale de ces objets à environ 9000 tonnes. C'est comme si on avait des milliers de voitures en orbite tournant sans fin au-dessus de nous. C'est juste colossal. Et d'où viennent tous ces déchets? Eh bien, ce qui est assez surprenant, c'est que plus de la moitié ne sont pas des objets entiers, mais des petits morceaux, des fragments. Ces fragments proviennent surtout d'explosions, parfois accidentelles, quand du carburant restant dans un vieux satellite explose, et parfois délibérées, lors de tests de missiles anti-satellites. D'accord, mais concrètement, pourquoi est-ce que cette décharge en orbite est si dangereuse? Comme on l'a vu juste avant, tout est une question d'énergie et de vitesse. Pour bien se représenter la chose, voilà une analogie qui parle. L'impact d'un tout petit débris d'à peine 1 cm qui file à vitesse orbitale, eh bien, il libère autant d'énergie qu'une enclume qu'on laisserait tomber du haut d'un immeuble. On imagine facilement les dégâts sur un satellite. Bien sûr, la menace dépend de la taille. Les plus petits débris, ceux de moins d'1 mm, agissent comme un sablage permanent. Ils usent les surfaces. Entre 1 mm et 1 cm, là, ça devient critique. Ils peuvent perforer des équipements vitaux et mettre fin à une mission. Et au-delà de 10 cm, c'est la destruction quasi assurée de l'engin spatial. Et pourquoi est-ce que ça nous concerne? Tout simplement parce que notre monde moderne est totalement dépendant des satellites. Sans eux, plus de GPS pour nous guider, des prévisions météo bien moins fiables, des communications mondiales coupées et même des transactions bancaires qui pourraient être bloquées. Notre quotidien repose sur cette infrastructure qui est, en fait, très fragile. Et attention, cette menace n'est pas du tout théorique. Par exemple, en 2021, un débris a percuté le bras robotique de la Station spatiale internationale. Heureusement, ça n'a pas mis l'équipage en danger, mais c'est un rappel constant que le danger est bien là, juste au-dessus. Mais le vrai cauchemar, le scénario qui fait vraiment froid dans le dos des agences spatiales, c'est le risque d'un effet domino, une réaction en chaîne qui pourrait devenir totalement incontrôlable. La question est toute simple, que se passe-t-il quand une collision crée encore plus de débris? La réponse, elle, est plutôt inquiétante. Chaque nouvelle collision ne nettoie pas l'espace, bien au contraire, elle le pollue encore plus en créant des milliers de nouveaux projectiles. C'est ce qu'on appelle le fameux syndrome de Kessler, qui a été théorisé dès 1978. L'idée, c'est qu'à partir d'une certaine densité de débris, les collisions commencent à s'auto-alimenter. Chaque impact génère assez de nouveaux débris pour provoquer d'autres impacts et ainsi de suite. À terme, certaines orbites pourraient devenir complètement inutilisables, et ce pour des générations entières. Et ça, ce n'est pas de la science-fiction. Il a suffi de 2 événements pour nous le prouver. D'abord, un test de missile chinois en 2007, et ensuite, une collision entre 2 satellites en 2009. À eux deux, ces événements ont créé des milliers de nouveaux débris, ce qui a augmenté le risque de manière drastique et a rendu le syndrome de Kessler beaucoup plus concret. Alors face à ce scénario, que fait-on? La communauté internationale a commencé à mettre en place des règles pour au moins essayer de ne pas aggraver la situation. En gros, 3 grandes règles de bonne conduite ont émergé. D'abord, ce qu'on appelle la passivation. On s'assure qu'un vieux satellite est bien éteint pour éviter qu'il n'explose. Ensuite, la règle des 25 ans. Elle oblige les opérateurs à faire en sorte que leur satellite en orbite basse retombe sur Terre en moins de 25 ans. Et enfin, pour les satellites qui sont beaucoup plus loin, on les envoie sur une orbite cimetière, là où ils ne gêneront personne. Mais pour les débris qui sont déjà là-haut, la seule stratégie pour l'instant, c'est de se défendre. Des radars et des télescopes traquent en permanence les objets de plus de 10 cm.
Et si un risque de collision est détecté, les satellites actifs, comme la Station spatiale internationale, doivent faire une manœuvre d'évitement. En gros, on joue à l'esquive. Sauf que l'esquive, ça ne résout pas le problème à la racine. Il faut donc passer à l'étape supérieure, le nettoyage actif. Parce que tous les experts scientifiques sont formels. Même si on arrêtait tous les lancements aujourd'hui, il y a déjà assez de débris en orbite pour que le syndrome de Kessler se déclenche tout seul. La seule vraie solution sur le long terme, c'est donc d'aller faire le ménage là-haut. Plusieurs idées sont à l'étude, mais le concept général est toujours le même. On envoie un satellite chasseur, une sorte de camion poubelle de l'espace, pour aller capturer les débris les plus dangereux et les faire replonger dans l'atmosphère pour qu'ils y brûlent. Et la course est bel et bien lancée. On a déjà eu des missions de test qui ont prouvé que des techniques comme le filet ou le harpon fonctionnent en orbite. Les prochaines étapes, prévues dans les années qui viennent, visent le tout premier retrait complet d'un débris par une mission spécialement conçue pour ça. Ce qui nous amène à une question essentielle. À l'heure où des méga-constellations ajoutent des milliers de nouveaux satellites d'un coup, est-ce que nos efforts de nettoyage vont assez vite? Le défi est immense. Il s'agit de nettoyer plus vite qu'on ne pollue. Et c'est rien de moins que notre accès futur à l'espace qui est en jeu.